La brume, une ambiance mystérieuse, voici le Ried. Cette zone de prairies humides dans la plaine d'Alsace est assez méconnue. Pourtant, elle recèle bien des trésors. À Erstein, ville de 10 000 habitants, à 20 km au sud de Strasbourg, à 15 km de la frontière allemande, l'omniprésence de l'eau a permis l'essor de la pêche, de l'agriculture et d'industries comme les filatures de laine. Le Ried est très proche du Rhin et de ses canaux. Mais que fait ce canard à contre-courant ? Il va s'épuiser à nager comme ça. Il va pas tenir, il va s'essouffler. Le Ried. En fait, c'est des gens qui ressemblent à ce canard. Ici, j'ai rencontré des gens qui nagent à contre-courant. Ça m'a intrigué, fasciné. Je vous propose de les croiser et d'essayer de savoir ce qui les fait nager. Les plaines fertiles ceinturent le Ried. Ici, tout peut pousser. Mais aujourd'hui, ce qui pousse, c'est essentiellement du maïs. Cette quasi-monoculture fait jaser. Mais avec des cours bas, instables, des investissements hauts, vous feriez autre chose ? Arsène, agriculteur bio, oui. Donc là, on est arrivé sur la parcelle de soja. Quand tu quittes le conventionnel, le chimique, vraiment, tu es isolé, tu es marginalisé. Et donc, tu te retrouves tout seul face à ton défi que tu t'imposes. Pratiquement, c'est un défi, quoi. De dire, voilà, je ne veux plus désherber, je ne veux plus faire ci. Il faut désherber autrement. Mais après, il faut s'adapter. Il faut s'adapter au climat, il faut s'adapter au type de culture, à une autre rotation. Bien sûr, pourquoi faire compliqué ? Pourquoi faire du bio ? Oui. Oui. Pourquoi faire compliqué ? Le temps passe. Hein. Hop, on y va ? On y va, hop. Arsène parcourt à pas de charge son domaine de 45 hectares de céréales et de choux à choucroute. Pour lui, il y a urgence. Pour Philippe aussi, il y a urgence. Monsieur Auberlet, bonjour. On est un petit peu en retard, désolé. Hein. Urgence d'aller moins vite, de consommer moins d'énergie. Ok, bah ouais, donc c'est ça, 60 et 120. Multiplié par 230, ça fait combien ça ? Oui. La tendance actuelle depuis 20 ans. Oui. Ça vous aura, en 30 ans, 237 000 euros. Oui. Vous imaginez, sur un foyer ? Oui. Monsieur Auberlet, au revoir. Salut Philippe. Je dois être autour des 70 heures par semaine, quoi. Pour 70 euros par mois. Je démarre à bosser à 7 heures du matin. En général, je me lève à 6 heures, quoi. À 7 heures, je commence à travailler. Quasiment non-stop jusqu'à midi. Ces derniers temps, c'était même, je me prenais tout juste 1 heure pour faire un break, pour manger, etc. Et puis c'était reparti jusqu'à ce que ma femme rentre du boulot. Et donc, 5 heures, 6 heures. Je fais de nouveau un break. Donc la plupart du temps, je bosse encore de 8 heures à 10 heures, quoi, grosso modo. Et y compris en général le samedi. Le samedi, c'est plutôt une demi-journée le samedi, une demi-journée le dimanche. J'ai fait le choix de quitter le confort dans lequel j'étais depuis quelques années. Confort financier, parce que je gagnais bien ma vie. Confort parce que je connaissais très bien l'entreprise, puisque j'y ai passé plus de 20 ans. Confort parce que je connaissais aussi très bien mon métier. Donc pour moi, c'est vrai que la solution de simplicité, ça aurait été de continuer dans cette activité-là, dans cette entreprise-là. Il y a encore un cœur.
Les pesticides. Mais sans pesticides, un agriculteur ne peut pas travailler. Non? Non, Et comment il faisait avant? à la main. On pinait à la main. On avait, je sais pas, 15 hectares, et on était 4 personnes. On pinait les betteraves à la main, tabac à la main. Mais aujourd'hui, il y a 100 hectares, je sais pas. 50 hectares de betteraves, 50 hectares de... Mais sans... on ne peut pas... On ne peut pas faire. On peut pas faire. Et est-ce qu'il y en a qui font 100 ici? Oh, il y en a ici. Pas cher. Avec le volume de terre qu'on a, peut pas travailler sans pesticides. Et lui, celui qui fait ça, il n'y arrive pas? Ah. Il y a des subventions, je sais pas, bio et tout ça, tout ça. Mais si tout le monde aurait des récoltes comme lui, on ne pouvait pas grand-chose. Hein. Ouais. C'est un peu marginal, quoi. C'est un peu... Ouais, c'est marginal. C'est comme ça. Hein. Et pourquoi il s'y est mis, lui? Hein? Pourquoi il s'y est mis, lui? Idéal. C'est un idéaliste. Nimm die zwei noch da. Hop là. Vous savez, c'est très important. Peut-être vous vous foutez de ma gueule, c'est pas grave. Mais... Vous dites ça? Hein? Pourquoi vous dites ça? Non, parce que je dis ça, parce que je prêche depuis 35 ans dans le vide et que j'ai toujours un peu espoir, je garde toujours l'espoir qu'il y a des gens qui se réveillent encore et qui... Là, on va maintenant au sarrasin parce qu'il faut que je vois les 3 parcelles là. Sarrasin, soja et puis chou. Donc regardez le sarrasin. Et là, c'est quoi la différence entre si tu devais le faire de manière classique, conventionnelle, et comme tu le fais maintenant, c'est quoi les différences? Il n'y a aucune différence parce qu'en conventionnel, tu n'as pas de sarrasin. Il n'y a personne qui en fait. Le sarrasin, tu peux en faire une farine sans gluten. Donc il y a une forte demande et de plus en plus de demandes là-dedans. Parce que les gens sont de plus en plus allergiques à tout. Le sarrasin, c'est cette plante-là qui fleurit à partir de début septembre. On la met au printemps dans le sol. Du printemps jusqu'en été, jusqu'au mois de juin, on peut la mettre dans le sol, cette graine. Il lui faut 100 jours pour être mûre, 100 jours entre le moment où on met en terre et le moment où on récolte. Mais ce qu'il y a avec le sarrasin, c'est que la floraison n'est pas compacte, n'est pas sur quelques jours. La floraison, elle est étalée sur 1 mois ou 3 semaines. Et donc dans ce mois de floraison, comme là maintenant c'est en train de se terminer la floraison, là il faut trouver le bon moment pour venir avec la moissonneuse batteuse. Donc nous, la semé assez tard, c'était mi-juin, donc juin, 15 juin, plus 100 jours. Et donc là maintenant il faut trouver le bon moment où il ne pleut pas, où il n'y a pas de brouillard, où on a une moissonneuse batteuse. Et du fait que nous on ne peut pas sécher à la ferme, du moins jusqu'à présent, il faut encore trouver l'endroit où sécher. Et Arsène a attendu des heures. Et des heures. Une semaine. Jusqu'au jour où... Ja, hallo Benno, es ist der Arsène. Kann ich dich gerade stören, 2 Minuten? Bist du unterwegs? Jetzt ist nicht mehr, diese Woche finde ich jetzt niemand mehr. Nicht auch für die nächste Woche, Anfangswoche. Ist das bei mir auf dem Programme, verstehst du? Il faut de nouveau décaler. Tu vois, là, quand je te dis que ça va pas, Max, la semaine prochaine, il y a juste samedi où il n'y a rien de prévu. Autrement, tout est... Tu décales là? Parce qu'il faut que tu récoltes le soja? D'abord, il faut que je sache quand il peut venir. La moisse-batte ne m'a pas répondu via le répondeur. On est à Friedrich. Je vais voir avec Friedrich s'il est là. Non, maintenant, il faut que je décale nous parce que je ne sais pas quand elle vient, la moisse-batte. Et il faut que je vois quand je peux livrer. Ja, bonjour. Von Melody Schliss ist Arsène Banger von Erstein. Ich war im Battage vom Soja.
Sojabohnen, Ehrstein. Und eventuell auch noch der Sarrasin. Wir gehen das miteinander machen. Jetzt, wenn ihr wollt, rufen wir doch zurück am 03 88 98 84, als wir es können programmieren bis auf Anfangs nächste Woche. Merci, au revoir. Il est aussi absent. C'est le coup classique. Hein? La récolte est reportée, mais maintenant il y a une nouvelle urgence, livrer de la choucroute. Le réchauffement climatique, ça vous fait mal? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez mettre un rideau. Le réchauffement. Et en hiver, il faut chauffer les pièces. Ouais. Et nous, on chauffe avec du bois. Pour moi, On coupe le bois, nous-mêmes de la maison. pour moi, c'est du pipeau. Pour moi. C'est-à-dire? Ça n'existe, on ne peut pas le contrôler. Quand c'est trop chaud, j'ai plutôt peur quand il fait trop froid. De la chaleur, j'ai pas peur. Tiens. Tiens. Tout le monde ne fait pas en croûte. Avec les problèmes de les milliards de têtes et de têtes. J'ai peur de ça. Plus que... Comme vous dites, du climat. J'ai pas peur du climat. Pendant ce temps, Philippe a rendez-vous avec un client pour faire de sa maison alsacienne un modèle d'économie d'énergie. Ambitieux. Parce que moi, mon métier, ma formation initiale, dans l'informatique, j'ai travaillé pendant 20 ans chez Mec, et où j'étais responsable de la partie micro-informatique du groupe. J'ai décidé volontairement de quitter donc, l'entreprise pour m'orienter vers une activité dans le domaine du développement durable. Et le domaine que j'ai choisi, c'est justement le bâtiment et la performance énergétique. Et sinon, sur les émissions à gaz à effet de serre de votre maison, tout ça, vous êtes... Ah bah ça, effectivement, il faut aussi être sensibilisé là-dessus, hein, ça c'est sûr. C'est l'enjeu du 3e millénaire, je pense. Hein, il faut bien freiner. Faut bien freiner. C'est mon avis. Je sais pas. À l'échelle individuelle, vous pensez? Individuel, oui. Commencer par l'individuel, et puis l'individuel, il est aussi impliqué après au niveau de son travail, au niveau de la France, de la région, de la France. Chacun est quand même, de nouveau, c'est l'individuel qui gère le reste. Hein. Comme on discute maintenant aussi des problématiques CO2, etc., bon, on est quand même mal barré hein, aujourd'hui par rapport à ça. Ah oui. Et c'est devenu l'ennemi public numéro 1. Il faut lutter contre le réchauffement climatique. En théorie, ils sont d'accord, mais maintenant, dans les faits. Plus près. Bon, on va commencer par là, le rez-de-chaussée. Je vais vite vérifier l'épaisseur du vitrage. Ouais, il y a effectivement pas grand-chose. Alors, la vitre, les deux vitres font quand même 4 mm. 5, 4, voilà. Ah ouais, il y a de la surface là. Ouais, donc ça, c'est l'épaisseur de l'isolation, en fin de compte. L'ancien, le plancher, plus ce qui a été rajouté en laine de verre et en... Ah, donc c'est les 7 cm dont vous avez parlé là? Oui. D'accord, ouais. Bon, je ne sais pas si c'est 7 ou 10, en fin de compte. Ouais, c'est plutôt 5 cm. Hein. Ouais. Bon, là, c'est clair que c'est pas grand-chose, quoi. Aussi longtemps qu'on ne veut pas le rendre habitable, on pourrait juste dérouler de la laine de verre, je pense. Non? Bah, ça, c'est ce qu'il y a de moins cher et de plus simple. Ouais. Et qu'est-ce qui est important pour vous? Le critère, c'est le numéro 1, c'est le coût, c'est la performance. Il faut trouver
la bonne moyenne. Hein. Hein? Je sais pas, la bonne moyenne, qualité-prix. Hein. C'est ça qui est toujours délicat entre trouver le bon compromis entre prix et performance. Pour certaines personnes, le compromis va plus vers la performance, pour d'autres plutôt vers le prix le plus faible. Donc, c'est pour ça que je vous demandais ici, par rapport à la solution d'isolation, si ce que vous cherchez là, c'est comme on est dans les combles, la solution la moins chère. Ah bah là, basta, oui, là, je pense, oui. Ouais. Voilà. Attention. Pour le crédit d'impôt, selon les types d'isolants, on a de 8 à 10. Quoi. Bon, on ne va pas tourner autour du pot, on va dire. Alors, une simple flux hygrobé, ça vaut dans les 1000 € fournis posés, grosso modo. Et là, le coût, oui, voilà. Et là, le coût, 7500 € fournis posés. Donc là, je parle d'une maison individuelle. Maintenant, chez vous, il faudrait voir. On peut faire une préétude, hein, si vous voulez. Si vous voulez... Bon, on n'en est pas encore là. Hein. Philippe est très pointilleux, mais l'a-t-il toujours été? Et si on jetait un coup d'œil chez lui? C'est plus compliqué. Donc là, esthétiquement, tu serais plus d'accord avec ça alors? Avec ça, non, trop grand. On est une famille de 4 personnes, 2 enfants qui sont déjà grands, donc de moins en moins souvent à la maison. Et donc oui, c'est trop grand. Aujourd'hui, je me contenterais d'une maison de 110, maximum 120 mètres carrés, alors que là, on en a 170. L'aspect de la taille, ça c'est... Je crois que ça vient de la culture alsacienne. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est mes parents qui m'ont peut-être même influencé à ce niveau-là. En disant, ouais, il faut construire une grande maison pour... avoir un grand salon, faire les fêtes familiales à la maison, enfin voilà, c'était... Et aujourd'hui je me rends compte, puisque maintenant je suis conscient que le réchauffement climatique, c'est dû à nos modes de vie, de consommation, et principalement par les consommations énergétiques. Et en plus, je me rends compte aussi qu'on n'a pas forcément besoin d'autant d'espace pour être bien, quoi. L'espace. Il y en a de moins en moins pour l'agriculture en Alsace. Les exploitants agricoles se regroupent. Seuls, ils ne peuvent plus rien faire. Ils doivent se cotiser, mutualiser les moyens, faire appel à des techniciens, des ingénieurs. L'agriculture est devenue une véritable industrie. Une industrie dans un marché mondial hyper concurrentiel. L'Alsace est une petite région. Il faut s'entraider, se serrer la ceinture, se serrer les coudes, faire corps, aller tous dans la même voie. Mais pourquoi Arsène continue-t-il à s'entêter dans sa propre voie? Qu'est-ce qui fait que depuis plus de 30 ans, il est dans le bio? Comment vit-il ce chemin seul? C'est écœurant, oui. Non, et puis ce qu'il y a, c'est que un paysan seul ne peut plus faire face à tout ce qui est à mettre en route financièrement pour avoir une ferme qui tourne juste sur ses moyens financiers qu'il a. C'est ça, parce qu'il faut continuellement investir, il y a continuellement des choses qui ne tournent pas comme on le souhaite. Que quand on est en conventionnel, en chimique, je préfère dire chimique, même si c'est un peu péjoratif. En chimique, tu as quand même la garantie au 1er janvier, tu sais que tu fais tant de récoltes de maïs. Tu mets 10 ou 100 hectares de maïs en terre, au 1er janvier, tu peux te dire, à peu de choses près, tu as tant de récoltes, tant de quintaux, fois tant d'argent, quoi. Donc c'est quand même une garantie. Même si les prix sont fluctuants dans le maïs, d'une année à l'autre, ça monte un peu, ça baisse un peu, je suis d'accord. Mais tu as quand même une sécurité. Et tu sais où livrer ton maïs. Tu vas au dépôt de la coopérative, il n'y en a plus qu'une dans l'Alsace, tu baignes, tu t'en vas, tu as le chèque. Mais en bio, et en biodynamie encore plus, c'est pas le cas. C'est pas le cas.
Là, il faut que tu te démerdes toi-même, il faut que tu te débrouilles pour trouver l'acheteur. Quant à l'acheteur, il faut stocker, il faut sécher, il faut conditionner, il faut transporter. Voilà, il y a tous ces impératifs que les autres gens, le consommateur, il ne connaît pas, il ne prend pas en compte, il ne voit pas. Et pour nous, ça fait un tas de travail, de paperasse, de bureau, de téléphone, pour pas plus d'argent, c'est ça que je veux dire. Ajoutez à cela les pannes à répétition de son vieux tracteur. Arsène, Ouais. l'atelier, là, ce que vous faites, le bricolage, etc., c'est une grande partie du travail d'agriculteur en biodynamie. Moi, je passe que 50% de mon temps à mon métier de paysan, hein. Le reste, c'est tout ce qui est à côté, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a? Faire les réparations, chercher des débouchés pour les produits, mettre en chose des nouveautés, il y a plein de choses, hein, de l'entretien de la ferme. Bon, il est 10h30 là, il faut que je vous lâche. Hein. T'as envie de tirer la main? Oui, tu peux. Ouais. Et combien de temps là tu tenir à ce rythme là, c'est compliqué là, non? Quoi? Bah toutes ces difficultés là. Bah, jusqu'à ce que la récolte soit terminée. Cette eau peut être inquiétante. Avec le réchauffement climatique, les niveaux peuvent monter, les maisons être inondées, l'écosystème profondément bouleversé. Mais qui y pense? Bonjour. Petit rappel au niveau de la caméra thermique et des balades thermiques. Donc on va faire une promenade en vélo dans le quartier. On va s'arrêter devant chaque maison, donc devant vos maisons. Et on va prendre une photo, enfin quelques photos de tout ce qu'on voit côté rue. Donc si vous avez une façade, deux façades, on prendra tout ce qu'on voit. Attention aux interprétations, c'est pas un diagnostic énergétique qu'on fait de vos maisons. Ça, c'est le travail des bureaux d'études qui le font bien mieux que nous. La caméra thermique va permettre de voir des rayonnements, des températures, etc. On a avec nous Philippe Legrand qui a créé son bureau d'études depuis 2011, hein, c'est ça? Donc très récent, et qui fait ce qu'on appelle des visites énergétiques, des tests d'étanchéité à l'air, etc. Tout ça vous sera expliqué lors du rendu dans la salle. C'est tous les côtés en fait. Donc on voit essentiellement les ponts thermiques. C'est une maison qui est isolée par l'intérieur, donc au niveau des murs on voit pas forcément, en plus avec du polystyrène. Alors je sais pas si on vous a déjà expliqué pourquoi on fait ça le matin. Bah pour que je vois les choses, je pense. Non. En fait, ce qu'il y a, c'est une caméra thermique, elle mesure pas directement des températures, c'est pas des températures qu'elle voit. Oui. Une caméra thermique, en fait, capte un rayonnement, qui est un rayonnement infrarouge. Donc, puisque tout objet jusqu'à moins 260, la température, le zéro absolu, c'est je crois moins 276 degrés Celsius, 73 Celsius, émet un rayonnement infrarouge. Et donc c'est ça que la caméra en fait va capter. Et ce rayonnement infrarouge, pour qu'il ne soit pas influencé par l'environnement extérieur, parce qu'il y a plein d'autres choses qui émettent des rayonnements. Donc pour que ça n'influence pas les rayonnements qu'on essaie de capter par rapport aux bâtiments qu'on observe, bah, vaut mieux faire ça le matin. Non, on peut dire je vois rouge. Hein. Ouais, là, on peut dire je vois rouge effectivement. Donc d'ailleurs là on se posait la question de savoir si là il y avait quelque chose, parce que là c'est carrément... Il y a un gros caisson de volet roulant là, non? Bah non, il n'y a pas de caisson, là. A priori c'est des volets battants. Ah oui, bien sûr. Tout le long là. Ah, oui. Et là-bas c'est pareil. C'est les linteaux en fait. Ça doit être... Tu peux effectivement dire ce que tu me disais ce matin sur les tests avec le coup de cutter dans l'étanchéité à l'air. Alors, il y a en fait le Passivhaus Institut en Allemagne, ils ont fait le test suivant, ils ont pris
1 mètre carré d'isolant fibreux. Donc ils ont mis une fente de 1 cm dans le pare-vapeur, donc un coup de cutter. Donc ça a l'air de rien du tout. Et ils ont refait les mesures, la performance thermique de ce mètre carré d'isolant fibreux, donc laine de verre, divisé par 4. Impressionnant, hein? Mais ça n'impressionne pas tout le monde. Et tu crois que c'est important ça pour sauver la planète? Ben, je sais pas, non. Non, parce que tu consommes beaucoup de béton. Et pour transporter le béton, il faut des camions et tout ça. Ça pollue. Tu restes là? Ouais, j'attends mon père. Donc ça c'est la situation actuelle. Ensuite, comme je l'ai déjà évoqué ce matin, il y a des réglementations qui changent tous les 5 ans à 7 ans à peu près. Si vous ne voulez pas faire le chemin à moitié, ah non, ça coûte trop cher, je fais que la moitié, ben, le problème 10 ans après, refaire, ça va vous coûter encore plus cher que si vous avez tout de suite bien fait. L'essentiel pour vous, c'est que vous améliorez votre confort si c'est aussi un axe à travailler et surtout consommiez le moins possible. Hein. C'est que tu n'as pas du tout axé ta présentation sur le réchauffement climatique. Exact. Pourquoi? C'est en général pas la motivation première. Enfin, les gens ne sont pas forcément sensibles à cette question-là. Donc je préfère les sensibiliser sur le coût de l'énergie qui va augmenter parce que les ressources vont devenir de plus en plus rares. Et effectivement aussi sur ce problème de raréfaction des ressources. Enfin, les deux sont liés, coût et raréfaction des ressources. Moi, je préférerais que les gens fassent un petit peu la même démarche que moi j'ai faite. Moi, je suis passé à l'acte dans le sens où je me suis reconverti professionnellement pour effectivement avoir une activité professionnelle qui puisse apporter des solutions au niveau de la performance énergétique dans le bâtiment. C'est clair que j'attends un petit peu des gens maintenant, du citoyen lambda, un petit peu une démarche identique, qui prennent aussi conscience de la gravité de la situation et qu'il essaie aussi de voir lui à son niveau qu'est-ce qu'il peut faire. Des citoyens lambda, Arsène en rencontre une fois l'an sur la place Kléber de Strasbourg. Il doit s'adresser à un public qui ne connaît pas les réalités de son métier, les citadins. Il découvre les vaches et l'importance des produits régionaux. Et pour se faire comprendre de ce public, il faut savoir communiquer. Certains sont des pros. Et quand tu te brosses les dents, il y a du maïs. Tu vois? Oui, dans le dentifrice, il y a du maïs. Et quand papa peut-être boit une bière, il y a aussi du maïs. Donc tu vois, avec cette graine, on fait beaucoup de choses. Tous n'ont pas ce talent de pédagogue. C'est un jeu pour les enfants? Un jeu, oui. Et donc ça consiste en quoi alors en fin de compte? Comment est-ce que les enfants travaillent avec ce dessin? Il faut demander au concepteur du jeu. Donc toi tu distribues les documents et puis les enfants ils se débrouillent avec? Oui, oui. Bon, les enfants ils se débrouillent avec. Voilà. Je sais même pas ce que vous avez comme document, je dis oui. Ça va. Mais comment est-ce que les enfants se mettent en scène autour de ce papier là? Là, c'est pas mal. Ouais, c'est la roue des semences. Ouais, ouais, donc vous pouvez dessiner. En fonction des saisons? Oui. Donc en fonction de quelle saison tu sèmes quoi? Ouais, c'est ça. Oui, mais en fonction de quelle saison tu sèmes quelle... Donc tu poses des questions aux enfants, ils te répondent? Je sais pas qui a ramené ça. Toutes les feuilles, c'est la même. Je sais pas ce que c'est. C'est la roue des semences, sûrement. Oui, donc un paysan n'est pas forcément un pédagogue. Un paysan, il connaît ses principes et ses semences. Après, si par hasard sa fille ou sa petite fille a quelques notions de pédagogie, elle rédige un truc comme ça, elle le met sur le stand de papa. Bon bah tiens, tu distribueras ça, les enfants ils amuseront avec et les mères... C'est souvent la dichotomie quoi, hein, entre le travail de paysannerie et puis ensuite la diffusion des idées de paysannerie. C'est un domaine très très différent. Quoi, hein. À mettre les consommateurs autour,
mais c'est déjà une grande chose, je dirais, de mettre en place, de créer le noyau, quoi. Mais à Hirschheim, il y a combien d'agriculteurs bio? C'est-à-dire... Non, la question, dans le canton d'Hirschheim, il y en a combien? Ouais. Il y en a un. Philippe retourne chez son client. Il a réalisé son audit. C'est un peu meilleur, je crois, que la dernière fois. Il risque d'annoncer une douloureuse et de se sentir encore plus seul. Le rapport, vous le connaissez déjà un petit peu puisque je vous avais déjà envoyé un exemplaire, mais je vais quand même vite vous représenter le sommaire. Donc il y a 6 chapitres en tout. Hein. Donc on se situe entre 42 000 et 52 000 euros quoi, par rapport à cet ensemble de travaux. Voilà. Alors, ça va? Oui. Vous avez des questions? Non, mais je faisais mon calcul 50 000 euros. Ça me fait un peu froid dans le dos parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Aujourd'hui, je sais que ça se joue à ce niveau-là, et c'est clair, hein, parce qu'on est... l'argent, c'est le nerf de la guerre, hein, de toute façon, c'est au centre de tout aujourd'hui. Je prends l'exemple du fioul. Le fioul, il a augmenté d'un facteur 3 en 20 ans. Ça fait une augmentation moyenne de 6% par an. D'ailleurs, dans les administrations, quand eux ils font des simulations, ils prennent 6%. Donc si vous voulez faire des calculs, effectivement, pour voir les retours sur investissement, partez au minimum avec une augmentation, un minimum d'augmentation de prix de l'énergie de 6% par an. Et là, quand on voit, c'est impressionnant. Moi, je n'ai pas mon Excel ici, mais si on prend 2000 litres de fuel, à 1 euro le litre, ça fait 2000 euros. On regarde avec 6% d'augmentation combien ça fait de dépenses en fuel au bout de 20 ans. On n'est pas loin de 100 000 ou quelque chose comme ça de tête, ou 90 000, enfin à valider, mais c'est des chiffres impressionnants. Et je comprends que les gens, des fois, réagissent quand on annonce des chiffres de travaux de 40 000, 50 000, 60 000 euros. Waouh, c'est beaucoup. Effectivement, c'est beaucoup. Mais si on ne fait rien, ça va encore être plus. Ouais. Donc, voilà. C'est sans fin, ça. L'augmentation, ça continue. Mais au Moyen-Âge, le chauffage, c'était déjà un luxe. Dans les châteaux forts, les grosses cheminées, ça coûtait beaucoup de bois, en fin de compte, pour pas gagner grand-chose. Et ce sera de nouveau un luxe d'ici. Enfin, c'est déjà un luxe maintenant, le chauffage. Déjà un luxe. Retour à Strasbourg. Une troupe de citoyens engagés, enfin quelques-uns, attend Arsène et son panier de céréales. J'ai pris que de l'épeautre, mais j'hésitais entre les T100, T150, T80 et T60. Le 60, t'as plus rien, c'est de l'amidon. Hein, mais apparemment, la farine que tu achètes dans le commerce, c'est du T40. C'est nul, ça veut rien dire. T'as plus aucune subsistance là-dedans. D'accord. C'est de l'amidon. Ça te fait des machins qui gonflent, mais tu ne te nourris pas avec ça. D'accord. Et la Malgrène, vous allez être content? Bah non, pas assez, parce que ça pourrait être mieux, on n'a pas assez de monde encore. Parce qu'on s'en occupe pas assez, il faudrait faire de la pub, de la com, faire des articles dans les journaux. Il n'y a pas eu un seul article pour le moment, à part celui sur la création dans l'Est agricole, quoi. Mais on est mauvais, on s'en occupe pas assez. Attends, là, il se libère. Deux heures, Ah, putain. Ça sert à rien. 2h30. On te donne un coup de main? Ouf. Sans ça, je repars. Allez. Ça va, tu es encore relativement... oui, je suis cool alors. Ouais, 7h15. Bon, alors on sort les mains des poches, hein? Ah bah moi je suis prêt, je suis là au-dessus. Hop là, il y a des choses à décharger. Des ordres. Voilà. Je le ferai après. Et puis là, il manque visiblement 2 paquets pour Thomas. Désolé Thomas. Hein.
Mais bon, on s'est revus, n'est-ce pas? Dans une partition, il y a toujours des notes de musique à réajuster parce que c'est pas comme on veut, quoi. Donc voilà. Et c'est marrant parce qu'à vous entendre, on a l'impression que vous avez commencé l'an dernier à faire des récoltes. Alors que tu dois avoir l'expérience, t'as combien? T'as 30 ans d'expérience, 20-30 ans d'expérience? Oui. Moi, j'ai mis cette semaine, j'ai béné 10 tonnes d'orge sur le tas de compost. Hein. Ah, 10 tonnes d'orge? Ouais. Et ce printemps, j'ai béné 15 tonnes de sarrasin. Hein. 14 ou quelque chose comme ça. Hein. Ah ouais, d'accord. Ça doit faire mal au cœur, ça? Hein? Ça doit faire un peu mal au cœur? Ouais, ça fait des fois plus que mal au cœur. Oui. Ben oui, mais on chiale sans chialer. Hein. Et comment ça se fait? Parce que ça a été rentré trop tôt? Parce qu'il y a des bestioles? Ben parce que l'orge était un peu humide et j'étais pas équipé pour sécher. Et je voulais pas aller en Allemagne pour sécher. Et ici, en Alsace, on ne peut pas sécher. Et donc j'ai ventilé comme je pouvais, mais je n'avais pas encore le matériel. Là, il est en train d'arriver. Voilà, donc on est entre deux chaises et on chie à côté. Hein. C'est un peu un courant d'air, hein, Arsène. Ah oui, complètement. C'est même pire que ça. C'est une fusée, quoi. C'est un type incroyable. Mais il faut le savoir le canaliser aussi de temps en temps. Je dirais. C'est bon, elle ferme. Va dormir. Tu me passes le sac, moi je m'en vais aussi. A plus. Moi je tiens mon pari. Hein. Moi je suis bienvenu. 2h30 de route, là, d'Erstein jusqu'à Strasbourg. Hein. Mais où est-ce qu'ils sont? Tu comprends? Après, moi, je dis que le bénévolat, il a ses limites, tu vois. Maintenant, avec un boulanger qu'on livre sur Aubernais, je fournis plus en une livraison que tout le tralala, tu comprends? Et la farine, elle tombe dans le sac. Derrière, à la sortie du moulin, il y a 5 sacs qui sont debout, ça tombe dedans. Je mets une ficelle autour, je coule là prochainement, et puis c'est bon, c'est basta. Hein, tu vois. Donc pour moi, c'est cette solution-là que je vais à terme. Ah non, mais c'est un casse-tête. Hein. Et tu peux pas. Moi, je peux plus me permettre d'aller dans un sens et d'attendre à ce que j'ai une réponse positive dans un sens, tu comprends? Là, moi, j'ai 60 ans passés. Et à un moment donné, je veux. Et crois-moi, moi je te dis honnêtement, il n'y a pas une semaine qui passe où on se dit, Alice et moi, qu'on fout tout en l'air et puis on vend tout et puis voilà, basta. Hein. Et on remet du maïs au Roundup. Hein. Tu vois? Mais quelque part, accepter ça, c'est la dernière solution de repli. Hein. Tu vois, c'est la dernière solution. Hein. Voilà. Ouais. C'est beau la vie. Hein. Il y a tous ces trèfles là. Ces trèfles, à tout. Moi j'ai une pierre. Ok. Notre maison, il a 250 ans. Mais pas de chauffage à l'électricité hein, dedans. On chauffe à chaud. On a chauffé toute la maison. On a chauffé la cuisine, la chambre. On a 8 pièces, je sais pas, 2 pièces, on a chauffé peut-être 4 pièces. On passe l'hiver avec. Mais lui, il a beaucoup de bois dans la forêt. Mais il faut le couper, hein. Il faut le faire, hein. C'est dur, hein, de faire du bois. Il faut le sécher 200-300, hein. Ah ouais? Ouais. Ah oui. Pas de doute, les rénovations thermiques de maisons alsaciennes ne sont pas à la mode. Philippe nage encore à contre-courant, comme au début de sa reconversion. Bon, il y a, pour certains, évidemment, c'était un peu une surprise quand même. Par exemple, mes parents, bon, c'était l'inquiétude, bien sûr. Comment tu vas faire? Il faut de l'argent pour... ce qui est vrai, il faut de l'argent pour vivre. Mais bon, avec un salaire, on a de l'argent. Seulement, on vivra
un peu moins bien qu'avant, et d'ailleurs on pollue un peu moins aussi, parce que moi, souvent argent c'est synonyme de consommation, consommation c'est synonyme de pollution, quoi. J'aime ce que je fais, j'ai l'impression de faire entre guillemets le plus beau métier du monde, parce que tout simplement c'est en accord avec mes convictions, avec mes valeurs. Il faut bien sûr que, comme toute activité économique, il faut une certaine rentabilité, donc il faut arriver à rentrer dans ses frais et puis et aussi à en dégager un salaire. Donc ça c'est important évidemment. Donc, mais là je me donne encore jusqu'à fin d'année, fin 2012, pour vraiment faire un premier bilan de ma nouvelle activité. Et voir si effectivement c'est viable ou pas, ou qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça le devienne, et voir aussi si je continue dans ce métier-là. J'ai vraiment envie de continuer, ça c'est clair. Maintenant, en tant qu'indépendant, est-ce que je peux continuer comme ça, ou est-ce qu'il faut revoir cette approche-là et plutôt rentrer dans une structure, ce que je voudrais pas trop, mais bon, si j'ai pas le choix, il faudra bien trouver des solutions. Arsène, quant à lui, cumule les déboires. Il est sur tous les fronts. Les récoltes ne marchent pas, ses machines se cassent. À certains moments, je me dis, il faut être givré pour faire ce genre de choses. Oui, ouais, bien Pourquoi sûr. tu te dis ça? Non, parce qu'avec tout ce qu'il faut se On débattre, tombe dessus, et puis toujours, et puis ainsi de suite. c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Cette année-là, avec l'épeautre, il flotte, et puis il faut sécher l'épeautre. Maintenant, tu vas où? Moi, j'ai mon premier argent de l'épeautre, je l'ai peut-être mi-novembre, hein. Tu vois? Voilà. Et puis j'ai dû le livrer chez un meunier qui l'a séché, qui lui va de nouveau nous le transmettre pour qu'on le transporte de nouveau chez un autre pour le décortiquer, tu vois. La manière dont tu cultives tes champs, c'est pour un agriculteur classique ou pour quelqu'un de classique, c'est pas rationnel. C'est-à-dire... Qu'est-ce qui est rationnel et pour qui? Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu la vache folle en 75. Hein. C'est pour ça que je me suis reconverti. Ben, je me suis dit que si jamais j'arriverais de nouveau à marcher, je ferais tout pour ne plus polluer le consommateur. C'était ça ma devise. Hein. Et pour l'instant, je l'ai respectée et je la respecterai. Jusqu'au bout. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est pour ça que je me débrouille, je me débat, comme je peux. Hein. Quand tu as 22 ans, tu ne peux plus marcher, tu penses à beaucoup de choses. Mais quand tu sais d'où ça venait, d'où ça vient, tu vois, tu réagis. Tu réagis, tu sais si tu es sur un lit d'hôpital et que tu ne peux plus marcher. Ouais. Ne t'en fais pas. Là, tu te débrouilles. Mais après, tout le chemin qu'il y a à parcourir... Ah oui, mais c'est énorme. Hein. C'est énorme. Mais pour moi, ça, c'est pas grave. Tu le surmontes. Hein. Parce que tu as... Tu déplaces beaucoup de choses. Hein. Opération commando dans la ferme d'Arsène. Du matériel est récupéré, des hommes sont appelés en renfort et ces champs sont pris d'assaut par des hordes de chevelus. Mais ne vous inquiétez pas, ils travaillent pour une structure d'insertion, la Sava. Arsène leur a mis à disposition quelques hectares pour faire du maraîchage. Donc là, la terre d'Arsène, c'est quoi la particularité? C'est vraiment une très bonne terre, une structure, texture, c'est un coin idéal. Et puis on sent que cette terre est vivante, quoi. On sent qu'elle a été cultivée de bonne manière depuis très longtemps, quoi. C'est ça pète de vie là-dedans, quoi. Comment vous le voyez? Ben, vous avez plein de vers de terre un peu partout. Celui-là n'a pas mauvais exemple. Et puis elle est souple, elle est aérée, quoi. Donc, par contre, elle est pleine de mauvaises herbes aussi, quoi. 30 ans de bio avec peu de main d'œuvre, ça se ressent aussi quand on arrive derrière. Et c'est rare des terres comme ça? Oui, c'est très rare, c'est très très rare. Moi je cultive depuis une bonne trentaine d'années. J'ai cultivé dans les Vosges du Nord, j'ai cultivé au nord de Strasbourg, j'ai cultivé à Strasbourg. C'est rare les terres aussi belles que celle-là, quoi. Enfin, c'est même la plus belle terre que j'ai cultivée depuis que je travaille, quoi.
Je pense que s'il avait eu des meilleures conditions, ça aurait été encore mieux, quoi. C'est clair, quoi. Hein. S'il y avait des meilleures conditions, il y a un tas de choses qu'on peut développer sur cette ferme-là, quoi. Il y a un tas de pistes. C'est pour ça qu'Arsène, il court dans tous les sens, parce que chaque fois qu'il voit une piste, il court derrière, quoi. Et vous, là, votre objectif par rapport au domaine Bingère, ce serait quoi? Nous, on s'est positionné clairement comme partenaire incontournable de la suite du domaine Bingère, quoi. Et je pense qu'Arsène est tout à fait d'accord à ce niveau-là. Donc on a beaucoup d'atouts, quoi. Donc on est une structure associative appuyée par un réseau important, quoi. La Sava a été montée par Alsace Nature, donc il y a un gros réseau derrière. Et on travaille aussi dans l'insertion, donc on a le volet et social et le volet agronomique. Puis donc quand on a rencontré Arsène, pour nous c'était un gros ballon d'oxygène. On s'est dit voilà, maintenant c'est sûr que notre projet il pourra tenir la route. Le ciel s'éclaircit pour Philippe. Les contrats s'enchaînent. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Anne-Frédéric, ça va, merci et vous? Bonjour. Bonjour. Donc Monsieur Philippe Legrand qui est en train de faire un test d'étanchéité sur l'ensemble du bâtiment qui vient d'être rénové. Alors, pour préserver le matériel, j'ai décidé de mettre une bâche. Tout le temps les saletés, les machins. Voilà, là je vais le poser dehors pour prendre la température en fait extérieure. Vous connaissez Gilles Larrière? Ouais, bien sûr. Ah bah oui, oui, je connais très bien. Parce que il va bosser avec moi. Ah ouais, bah c'est un bon, hein. Il est bien. Hein. Vous pouvez lui passer le bonjour, il me connaît très bien. Philippe est moins seul, il travaille maintenant avec 2 personnes. Et donc on va être à 3 en fait. Et on a découpé pour l'instant on a identifié 3 domaines d'activité. Donc lui il va se charger avec un binôme pour avoir quand même une polyvalence de tout ce qui est études RT 2012 pour le 9. Ouais. Donc moi je serai son binôme. Anne-Frédéric donc, est avec moi ce matin, elle va se charger de tout ce qui est rénovation, donc les bâtiments existants, donc rénovation. Elle a été formée en Allemagne, elle a fait une certification sur 6 mois qui s'appelle Energieberater. Quand on travaille comme ça, en mode coopération, il y a une petite équipe, de toute façon on va s'entraider, quoi. Le but c'est que ça marche bien. Faut que ce soit une équipe, Voilà. Donc là, ce dispositif, ça permet artificiellement de créer cette différence de pression. Donc on chasse l'air de l'intérieur vers l'extérieur avec le ventilateur. Et donc comme il y a moins d'air à l'intérieur, donc on diminue la pression dans le bâtiment, alors que la pression à l'extérieur, elle reste la même. Et donc partout où il y a des fuites, comme il y a plus de pression à l'extérieur, on va pouvoir le remarquer, on le sent soit à la main. On peut l'entendre, quand des fois il y a des petits sifflements, ou alors on utilise des dispositifs comme un anémomètre à fil chaud qui mesure la vitesse du vent. Vous êtes optimiste là sur le fait qu'il va informer la secrétaire? Je prends un joker pour le moment. Voilà, on va faire un tour là, on va voir. Donc là on est pression dans le bâtiment à 50 pascal. Là. On va voir ce qu'on a oublié. Si on a oublié quelque chose. Je suis sûr. Oula. Ah, ils ont loupé quelque chose. Alors je sais pas d'où ça rentre. Maintenant c'est difficile à trouver, quoi. Oh là là, incroyable. Ah, ils n'ont pas mis de joint au niveau de la barre close. Elle n'est pas très étanche cette porte. Hein. C'est pour ça que l'autre là-bas, sur l'extérieur... Là ça va. Oui, là ça va. Mais ici, là, ça c'est pas bon. Là, ça... Et là, tu sens que ça va être terrible? Bon, moi je suis un peu déçu pour l'instant, mais on va mesurer, on va voir. Et là, ça va être le drame. Ah si, ça devrait pas être trop dégueulasse. Alors, peut-être même bien. Conclusion, là, rapidement, la valeur cible, c'était 1,1. Donc, les 2 tests nous ont donné un résultat, le premier de 0,82 et là 0,85. Donc, par rapport à la valeur cible, on est bon.
Ok. Ok, bah écoutez, On s'arrête là. on s'arrête là. Moi, je suis que de passage, hein, et toi aussi. Et les autres qui sont chimiques aussi sont que de passage, mais ils ne le savent pas. Ils croient qu'ils sont éternels. Non, ils ne sont pas éternels. Moi, rien ne m'appartient. Hein. Moi, j'appartiens à la nature. Et mon devoir, c'est de ne pas la polluer, c'est tout. La finalité, c'est de trouver quelqu'un de jeune ou deux équipes de jeunes qui se mettent en place. Hein. Et puis voilà, donc là, cette année, on a la Sava à l'insertion de Mutterholz là, qui ont pris 70-80 arts. L'année prochaine, ils vont prendre 4 hectares. Hein. Donc c'est positif. Hein. Et ce sont des gens qui veulent travailler, quoi. Mais la course d'Arsène contre le temps continue. Aujourd'hui, il ne pleut pas, c'est déjà ça. Mais le temps presse quand même. Il veut transmettre son domaine de 35 hectares cultivé depuis 35 ans dans le bio en de bonnes mains. La structure d'insertion semble faire l'affaire. Ils sont nombreux, motivés, mais auront-ils l'énergie de le suivre? Tiens, ça y est. Tiens, je t'ai fermé, regarde une fois si tu veux ouvrir. D'accord. Regarde, tu appuies et tu tournes. Ok. Ne pas tourner, tu appuies et tu tournes. C'est un truc, tu sais. Non, on va trouver. Hein? Oui, tu trouves, mais sans ça, tu l'as en deux. C'est bon? Tu appuies d'abord vers le bas, sur la clé, et tu tournes en même temps. Bon. T'as vu? C'est étonnant. Quand je pense maintenant à Arsène et Philippe, je ne vois plus des canards qui nagent à contre-courant, mais des étourneaux qui en entraînent d'autres dans leur sillage.